Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter Nathalie, la directrice de la Chambre du commerce et l'industrie française, implantée au Costa Rica. L'idée c'est d'aider les Français qui veulent venir s'installer au Costa Rica, de venir monter leur hôtel, leur Airbnb, de pouvoir leur donner les premières clés pour pouvoir s'installer. Donc je vous présente directement Nathalie, qui est ici depuis 5 ans, et je vous laisse vous présenter pour rapport à votre métier ici au Costa Rica. Donc la CCI France-Costa Rica, donc Chambre de commerce et d'industrie française au Costa Rica, est une association à but non lucratif qui existe depuis 1997, donc on a fêté nos 20 ans il y a peu de temps, et dont l'objectif en fait est d'essayer de faire en sorte que le commerce entre le Costa Rica et la France se développe. Essentiellement en appuyant les entreprises françaises qui souhaitent s'installer au Costa Rica pour investir, pour éventuellement aussi trouver des distributeurs et distribuer des marques françaises dans le pays, et également dans les deux sens pour pouvoir appuyer si besoin des costariciens qui s'intéressent à la France. Une autre de nos missions, c'est d'animer la communauté d'affaires franco-costaricienne du pays. Donc je dis bien franco-costaricienne parce qu'on a beaucoup d'affiliés qui peuvent être des costariciens très francophiles. Le Costa Rica est un pays assez francophile. Donc on a notamment des entrepreneurs qui sont des anciens élèves du lycée français de San José et qui font partie de notre communauté. Le but étant de créer une sorte de communauté business française, francophile, francophone, qui travaillent ensemble sur un certain nombre de sujets transversaux. La Chambre effectivement est un point d'entrée pour les personnes qui souhaitent venir s'installer pour monter un business dans le pays, pas seulement dans le tourisme, sur tous les secteurs. Mais c'est vrai qu'on a une majorité de Français qui s'intéressent au secteur tourisme. C'est vrai que par rapport aujourd'hui à notre activité d'architecture, notre idée c'est de guider un petit peu nos clients qui veulent venir s'installer sur comment réaliser leurs projets au Costa Rica. Et du coup, pour commencer, dans un premier temps, j'aimerais savoir pourquoi les Français sont si attirés par le Costa Rica. Qu'est-ce qui fait que le Costa Rica est si attractif pour la communauté française? Alors, le Costa Rica est un petit pays de 5 millions d'habitants, mais qui a une très bonne projection au niveau mondial en termes de tourisme, parce que c'est un pays qui a fondé tout son développement, enfin une partie de son développement touristique sur l'écotourisme, et qui a près de 30%, je crois que c'est 28% de son territoire en parcs nationaux. Donc avec vraiment une faune et une flore très bien protégées, le littoral très bien protégé, qui sait très bien communiquer aussi sur certains aspects écologiques du pays, comme le fait que la production d'électricité est presque à 100% d'origine renouvelable, notamment via de l'hydraulique. Donc le pays bénéficie d'une excellente image au niveau mondial, et puis c'est un pays qui a aussi une très grande stabilité politique. C'est une démocratie depuis de nombreuses années. Et donc, à partir de là, quelqu'un qui veut venir investir dans ce pays ne court pas les risques qu'on peut avoir dans d'autres pays qui sont plus dangereux, qui sont plus instables. Costa Rica est un pays à la fois paisible et stable. Je pense que ça fait partie des attraits des investisseurs et des Français. C'est les deux tendances qui font que les gens s'intéressent au pays. C'est vrai qu'une grande majorité de touristes arrivent et viennent s'implanter après un voyage au Costa Rica. Ils ont l'occasion de venir visiter un petit peu les différentes plages, reviennent en France et décident de s'implanter. On a l'occasion de voir souvent des clients qui viennent une première fois, reviennent et commencent un peu à analyser les différents sites du Costa Rica, généralement avec déjà une préférence pour le côté Pacifique ou le Caraïbe, et ensuite viennent s'installer et créer éventuellement leur maison et des projets de cabines ou hôtels. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui prédomine en tout cas notre activité en architecture. C'est-à-dire que la capitale, San José, n'est pas très glamour, donc c'est vrai que l'intérêt du pays, c'est surtout toute sa partie côte, volcan, enfin toute la partie nature. Et effectivement, les Français qui veulent venir s'installer dans le pays, en général, c'est pour aussi avoir une meilleure qualité de vie, changer de vie, et donc c'est pour s'implanter sur les plages essentiellement. Dans un deuxième temps, j'aimerais savoir un petit peu pourquoi au Costa Rica il y a tant de gens qui viennent s'installer dans la partie du tourisme. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est un secteur de niche? Est-ce qu'il y a vraiment une demande actuellement par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a des données de l'ICT par rapport à justement ces différentes données de l'augmentation du tourisme ces dernières années? Oui, justement, l'Institut costaricien du tourisme produit pas mal de statistiques et depuis 2016, on a une croissance chaque année d'à peu près 6%
Là, on est actuellement à peu près à environ 3 millions de touristes par an. Et il y a des projections qui prévoient pratiquement 3,9 millions, enfin presque 4 millions pour 2021. Donc ça va continuer dans cette lignée. Pourquoi? Parce qu'on a un développement important des lignes aériennes, notamment en provenance de l'Europe. Jusqu'à présent, le tourisme était essentiellement un tourisme de provenance des États-Unis et du Canada. Et dernièrement, beaucoup de lignes aériennes se sont ouvertes vers l'Europe. Donc on a eu bien sûr Air France, qui actuellement, entre Air France et KLM, a des vols tous les jours. On a, avec des vols directs notamment, qui n'existaient pas. Voilà, selon les saisons, 2 à 3 fois par semaine, un vol direct d'Air France. Et on a British Airways aussi depuis Londres, on a Edelweiss à Zurich, on a Lufthansa par Francfort, enfin toutes ces lignes, et la traditionnelle Iberia depuis Madrid. Mais toutes ces lignes, ces nouvelles connexions avec l'Europe ont fait que le tourisme européen a encore plus progressé que le reste. Et donc on imagine que la tendance va encore continuer un certain temps. Donc c'est plutôt un secteur dynamique et qui pour l'instant ne semble pas encore saturé. Est-ce qu'on a quelques chiffres par rapport à l'ICT du coup de l'augmentation du tourisme? Alors donc à part ces 6%, enfin je disais de 3 millions à 3,9 millions, on a en termes de chambres, on était encore en 2016 à 47 000 chambres. En 2030, on était à 35 000, et puis là, on a des projections pour être à plus de 57 000. Donc le mouvement augmente. On a eu un gros boom de la construction entre 2016 et 2017, entre 2017 à 2018, où on a eu plus de 20%. Là, pour 2018, on est sur des projections plus calmes à 2% à peu près. Mais effectivement, les lignes aériennes continuant à arriver. Là, on a eu la nouvelle hier, de nouvelles liaisons par KLM en arrivant à l'aéroport de Liberia, qui est sur la zone du Guanacaste. Donc, comme les nouvelles lignes continuent à se développer, on imagine qu'il va falloir encore développer l'hébergement pour les touristes. Ouais. C'est vrai que par rapport aussi aux agents immobiliers avec qui on travaille, aussi avec les agences de voyage, on a souvent des retours aussi concernant l'évolution du marché hôtelier. C'est vrai qu'on a souvent des rapports comme quoi le marché hôtelier ne suffit pas pour les demandes des arrivants, principalement pour les grands groupes qui viennent visiter le Costa Rica. On a une offre très orientée vers des petites structures. On a aussi une offre qui se développe dans la partie du marché Airbnb, avec énormément de particuliers qui s'implantent avec des nouveaux projets hôteliers à petite échelle pour se développer. Donc c'est principalement aussi notre activité en ce moment, c'est d'aider les gens à s'implanter dans ce domaine-là. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de voir aussi un petit peu comment les accompagner, comment se positionner au Costa Rica, sachant qu'il y a quand même pas mal de concurrence, notamment sur les parties des secteurs de plage et les secteurs... Disons qu'il y a certaines zones qui sont un peu saturées, où il y a effectivement beaucoup de concurrence en termes hôtelières, et d'autres au contraire où il y a un vrai manque d'hébergement. Tout le monde se plaint du manque d'hébergement sur Tortuguero, qui à certaines périodes est complètement saturé. Les agences de voyage au mois de février ont du mal à trouver des hébergements sur Tortuguero ou sur l'Arenal, qui en plus, dans certaines zones, on a un type d'hébergement un peu moyen de gamme, et il pourrait manquer parfois du haut de gamme ou des choses un petit peu plus boutiques qui plaisent aux Européens, parce que c'est pas forcément les mêmes goûts entre un hôtel pour des personnes qui viennent des États-Unis ou des gens qui recherchent quelque chose plus boutique au niveau européen. Donc c'est plus en termes d'adéquation, où il y a encore des choses à faire pour coller bien à la nouvelle demande en fait. Ouais. C'est vrai que vu les coûts de la vie au Costa Rica, on est sur du niveau plutôt haut de gamme. Généralement, les backpackers ne s'arrêtent pas au Costa Rica, ils partent du Nicaragua, ils vont directement au Panama. On a plutôt un secteur de tourisme de haut de gamme, oui, avec plutôt un secteur boutique pour les hôtels et de grande qualité pour tout ce qui est hébergement en général. Un touriste européen dépense en moyenne lors de son séjour 1 900 $ par personne. Alors qu'un touriste américain, 1300. Alors c'est pas parce que le touriste américain dépense moins, mais c'est parce qu'en général il reste moins longtemps. Il reste plutôt 13-14 jours, là où le touriste français, quand il vient, reste un peu plus longtemps. Je sais plus quelle est la moyenne, mais on est plus autour des 20 jours, en tout cas on passe la barre des 15 jours. C'est souvent un peu plus long que la durée de séjour du touriste américain.
D'où l'intérêt du pays pour ce nouvel afflux de touristes européens, parce que ils restent plus longtemps dans le pays et dépensent plus. Maintenant, nous allons savoir un petit peu plus concernant les conditions à réunir pour réussir son changement de vie au Costa Rica. On a l'habitude de voir beaucoup de Français qui viennent s'installer ici, qui changent de vie non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Une reconversion qui est souvent compliquée, sachant qu'il faut quand même une certaine expérience pour entrer dans le domaine hôtelier ou dans la restauration. Comment ça se passe, Nathalie, par rapport à ça ? Nous, au niveau de la Chambre de commerce, on a des conseils avant tout de bon sens à donner aux gens, c'est-à-dire, premièrement, est-ce que vous êtes déjà venu dans le pays, est-ce que vous avez vraiment pris le temps d'y passer du temps, de visiter, de connaître le pays. On conseille même aux gens, quand ils vont faire un investissement, de vraiment considérer ça comme un investissement et de passer du temps, peut-être 6 mois, pas simplement 15 jours de vacances, pour se rendre compte de la vie dans le pays, de la zone dans laquelle ils vont vouloir s'installer. On voit souvent des gens qui se précipitent un peu, qui achètent un bien, qui finalement après s'ennuient ou ne se plaisent pas. Et comme en plus ils ont acheté un peu rapidement le petit hôtel, ils l'ont acheté au prix fort et c'est très dur à revendre. Donc c'est important de prendre son temps et de le faire vraiment en ayant conscience qu'on va s'y sentir bien. La deuxième chose, c'est quand même utile de pouvoir parler espagnol. Donc quand on parle pas un mot d'espagnol, c'est pas mal de se mettre à prendre un peu des cours en amont pour pouvoir aussi dialoguer, réussir à faire toute la partie un peu administrative qui découle de l'installation dans un business, etc. Bon, après, on a des professionnels qui peuvent accompagner, des avocats, etc. francophones. On a tout un réseau de ce côté-là, donc c'est pas la partie la plus insurmontable, mais c'est toujours mieux de maîtriser la langue du pays pour éviter les arnaques et puis pour bien comprendre son environnement. Et puis après, l'idéal était quand même d'être du secteur, d'avoir un minimum d'expérience dans le métier, parce que si on lance un resto alors qu'on n'a jamais travaillé en restauration, on multiplie les risques de ne pas réussir. Et pour aussi prendre le moins de risques possible, c'est intéressant, notamment pour les gens qui vont mettre un restaurant, etc., de commencer petit, avec des investissements, réduits au départ, et puis si ça fonctionne, de prévoir un possible plan d'expansion. Donc ça fonctionne pour des gens qui vont peut-être prévoir un resto avec seulement 20 couverts au début et pas 40, mais ça fonctionne aussi pour des gens qui envisagent de monter un petit hôtel avec des cabinas, des bungalows, et qui commencent avec 2 bungalows et puis qu'ils aillent en croissant peu à peu et pas d'entrée de jeu faire un investissement colossal. Oui. C'est vrai qu'il y a aussi la question de la localisation qui est très importante. On a souvent des clients qui arrivent, qui viennent s'installer dans une zone en particulier. Ils restent un temps et ils se rendent compte finalement qu'il n'y a pas le système d'éducation approprié pour leurs enfants, il n'y a pas l'infra de partie de santé pour la partie les hôpitaux ou les différentes cliniques à proximité. Et ça peut poser des problèmes sur le long terme. Donc c'est vrai que c'est bien de venir voir, de venir un petit peu questionner les différentes nécessités de la famille par rapport au lieu choisi. De venir regarder un petit peu comment se trouve la concurrence aussi par rapport au secteur visé. Nous, on recommande toujours de faire une vraie étude de marché, parce que c'est pas en venant comme ça, en se promenant, qu'on se rend compte vraiment du potentiel d'un business. Notamment, il y a un fort facteur de saisonnalité au Costa Rica, plus ou moins fort selon les zones. C'est vrai que sur la zone de Tamarindo, il y a maintenant de moins en moins de saisonnalité, il y a du tourisme un peu toute l'année. Mais que dans la zone Caraïbe ou sur le Pacifique Sud, c'est beaucoup plus saisonnier. Donc il faut le savoir, il faut faire son business plan en fonction. Et puis encore une fois, effectivement, quand on a des contraintes familiales avec des enfants qui parfois sont proches de l'adolescence, il faut vérifier qu'il y ait les structures en termes d'éducation pour que toute la famille y trouve son compte. La Chambre du commerce et de l'industrie offre un service d'études de marché pour aider les gens à se positionner sur le marché, notamment hôtelier. Est-ce que par rapport à ça, tu peux nous expliquer un petit peu, Nathalie, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience par rapport à des gens qui sont venus faire la demande? Oui, donc en fait, nous, on travaille sur demande, justement, on peut être un appui pour les gens qui veulent faire les choses professionnellement et faire une réelle étude de marché. On a accès à certains chiffres que les gens ne peuvent pas trouver, par eux-mêmes. Bien qu'on donne déjà toute la partie, d'informations gratuites qu'on peut avoir, enfin tout ce qui est des informations de l'ICT, etc. On a toutes ces bases d'informations qui peuvent déjà être une première source d'information. Mais effectivement, il est extrêmement important de bien savoir dans quelle zone s'implanter,
et comment dimensionner son projet. Donc on est là en appui là-dessus. Après tout dépend effectivement de la dimension du projet, des éléments que la personne recherche, mais on est là pour aider sur cet aspect-là. Et on insiste aussi sur le fait que les gens qui viennent s'installer travaillent avec des vrais professionnels dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'avocats affiliés à la Chambre qui sont tous francophones et qui sont tous des professionnels qu'on connaît, qui sont des gens sérieux. Donc c'est très très important quand on va investir et quand on achète un terrain de vérifier qu'il est bien enregistré au cadastre, qu'il a bien l'autorisation d'avoir une activité commerciale sur ce terrain, que ce n'est pas un terrain purement agricole, etc. Donc il y a tout un certain nombre de choses à vérifier. Et ça c'est un avocat pro qui peut le faire, et on évite beaucoup de surprises parce que les gens qui veulent faire tout un petit peu comme ça informellement par eux-mêmes sont des cibles de choix pour les arnaqueurs de tout poil, voilà. Donc ça c'est une première chose. Également, une fois qu'on a décidé d'acheter son terrain, de construire, de passer encore une fois par un vrai architecte, par un constructeur connu, par des entreprises sérieuses qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc c'est aussi à ça que sert la Chambre, à donner les bons contacts pour rester, je dirais, sur des professionnels qu'on connaît. C'est vrai que les recommandations sont importantes. Nous, on essaie de toujours expliquer aux clients que lo barato sale caro, ce qui est pas cher d'entrée de jeu peut parfois par la suite revenir beaucoup plus cher. On a des retours d'expérience assez tristes de ce qui peut se passer au Costa Rica avec des entreprises qui ont été choisies sans vraiment avoir de référence, sans avoir bien cherché à l'avance. Et c'est vrai que pour nous, c'est important aujourd'hui de pouvoir partager sur ce sujet, de justement comment les Français qui viennent venir s'installer au Costa Rica soient bien épaulés à la fois par les CCI, par les avocats, les agents en biens immobiliers aussi qui peuvent vous recommander au niveau des terrains. Il y a une communauté qui s'organise ici, et c'est important de faire partie du projet avant de se lancer, d'avoir déjà une bonne étude de marché. Et c'est important de faire les choses dans les règles, parce qu'en tant qu'étranger, d'autant plus, on ne peut pas se permettre de faire des choses irrégulières. Donc, il y aura un risque important à ne pas faire les choses comme il faut, parce qu'il y a un certain nombre de permis à avoir. Si on ne les a pas, on va être bloqué, et ça va compliquer tout, et les business plans s'en retrouvent affectés. Donc il faut faire les choses dans les règles et avoir les bons professionnels pour ne pas zapper une étape. On se rend compte après coup qu'on n'a pas fait telle démarche et que du coup on ne peut pas opérer. Ouais. Est-ce que Nathalie, par rapport aux clients qui viennent s'installer pour le marché hôtelier, est-ce que c'est accessible pour eux les coûts justement de ces études initiales avec la CCI? Alors encore une fois, tout dépend de ce qu'on nous demande, de l'ampleur de l'étude, tant géographique qu'en termes de statistiques. À titre d'exemple, la dernière qu'on ait réalisée représentait un coût de $850 sur la zone de l'Arénal. Et encore une fois, toutes les infos qu'on a déjà en notre possession, on ne les facture pas. On a un rôle d'utilité publique également, enfin de service public pour nos compatriotes. Donc on facture vraiment les services quand on doit travailler spécifiquement sur un dossier, ou nous-mêmes acheter certaines informations auxquelles on peut avoir accès, auxquelles les particuliers ne peuvent pas avoir accès. Merci. C'est sur devis. Une autre question concernant la partie du coût de la vie au Costa Rica, comment ça fonctionne, comment ça marche. Est-ce que le fait d'être dans un pays où on est finalement en Amérique latine, est-ce que c'est moins cher qu'en France? Est-ce que c'est similaire? On parle souvent de la Suisse de l'Amérique latine, comment ça marche? Oui, le Costa Rica a le surnom de Suisse de l'Amérique centrale. Pas seulement à cause des jolis paysages montagneux verts, mais aussi parce que justement le coût de la vie est beaucoup plus élevé que dans le reste de l'Amérique centrale et en Amérique latine également. C'est un pays relativement cher, donc il faut que les Français qui viennent s'installer prévoient un budget en conséquence. Parfois ils ont tendance à minimiser le coût de la vie. Par exemple aussi, si on a des enfants et qu'on veut les scolariser, bien sûr il y a les écoles publiques mais qui sont quand même pas au même niveau que les écoles privées. Donc si on veut avoir une école de bonne qualité, il faut souvent prévoir pour les écoles privées 800 à $1000 dans certaines zones. À titre d'exemple, le lycée franco-costaricien qui est semi-privé, semi-public revient à peu près $400 par mois par enfant. Donc c'est vrai que si on a 3 enfants, ça fait tout de suite un budget à prendre en compte.
De même, si on veut pouvoir avoir accès peut-être à, pas seulement au régime, je dirais, public, mais peut-être plus facilement aux cliniques privées, etc., et qu'on a besoin d'une assurance complémentaire pour ça, bon, bah, c'est un coût à prendre en compte en plus. Les voitures aussi coûtent très cher au Costa Rica. Il y a des taxes au niveau de l'importation des produits, donc il y a des taxes de rentrée dans le pays. Une voiture importée de France, par exemple, a 56% de taxes en plus. Donc entre ça et le coût du transport pour la faire venir, bah, elle revient beaucoup plus cher ici qu'en France. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Et puis si on a envie de continuer à boire du vin et manger du fromage, ce sont un peu des produits de luxe qui sont aussi beaucoup plus chers ici qu'en France. Ouais. Merci. Est-ce que du coup, comment on pourrait faire, Nathalie, pour prendre contact avec toi si jamais les personnes qui nous écoutent veulent justement commencer à faire des études de marché par rapport à leur projet? Alors on a un site web de la Chambre de commerce qui s'appelle CCI France Costa Rica. On a également un Facebook, un Twitter, donc vous pouvez nous contacter par tous ces moyens-là. On a aussi une présence sur le site de l'ambassade de France qui récapitule un peu la présence française dans le pays, au même titre que l'Alliance française qui est plus axée sur le côté culturel ou le lycée français. Donc oui, vous pouvez nous envoyer un email à info@ccifrance-costarica.com, mais vous retrouvez toutes nos coordonnées par le web. Ok, du coup vous pourrez trouver toutes les informations en bas. Je vous invite à souscrire à notre canal si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur comment faire votre projet au Costa Rica. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Nathalie.